Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, dans votre émission Le DaFresh Morning. Il est 7h32, on va retrouver Jean-Paul. Donc merci d'être chaque matin présent pour nous informer et expliquer ce qu'on a parfois du mal à saisir. L'actualité internationale est dominée par quoi? Bonjour Jean-Paul. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Tranquille. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Essayer un peu de comprendre d'abord les mécanismes du droit international en matière de justice internationale. D'abord, c'est quoi la CPI, à quoi ça sert et quelles sont ses compétences et quelles sont ses limites, évidemment, parce qu'elle n'a pas de pouvoir illimité. Alors, déjà, pour bien comprendre la philosophie de la Cour pénale internationale, il faut déjà revenir à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après les crimes particulièrement horribles commis par les responsables nazis, si tu veux, les grandes puissances vont se dire qu'il faut que l'on mette en place un mécanisme d'abord pour juger les auteurs de ces crimes-là. C'est ainsi qu'on va mettre en place un tribunal militaire international. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on mettait en place cette espèce de cour internationale qui avait pour objectif de juger les dignitaires nazis qui étaient responsables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crimes contre la paix. Ce sont ainsi les principaux thématiques qu'on a utilisées pour juger les 24 dignitaires nazis de l'époque. Et donc, il faut aussi comprendre qu'en 1945, l'Allemagne s'est effondrée, Hitler s'est suicidé dans son bunker, et donc l'Allemagne n'a plus les capacités, n'a plus de gouvernement, n'a plus de justice, et donc, en l'occurrence, elle n'a pas la capacité de juger elle-même ces hauts dignitaires qui sont responsables de crimes, y compris sur son territoire. Et donc, les Alliés qui doivent absolument rendre justice aux millions de victimes des crimes nazis, donc ont décidé de mettre en place un tribunal spécial pour juger ces dignitaires nazis-là. Et c'est ainsi que le tribunal de Nuremberg est né. En fait, c'est un tribunal militaire international de Nuremberg. C'est en Allemagne. Et donc, entre le 20 novembre 1945 et le 1er octobre 1946, 24 dignitaires nazis vont être jugés par ce tribunal-là. Bon, à l'issue de ce procès, ce tribunal va être donc dissous, puisqu'il n'y avait plus de dignitaires nazis à juger à l'époque, même si par la suite, on va, grâce notamment à des Israéliens, grâce à un certain nombre de personnalités, ils vont continuer à rechercher les dignitaires nazis qui s'étaient enfuis et qui s'étaient réfugiés pour la plupart en Amérique latine. On va retrouver certains en Argentine, d'autres au Chili. Certains vont être arrêtés, puis ramenés en Europe ou parfois en Israël, où ils vont être jugés pour ces crimes-là. Mais à l'issue du tribunal de Nuremberg, du procès de Nuremberg, il ne va plus avoir de justice internationale. Or, des crimes de ce genre vont malheureusement être encore perpétués. Le dernier cas, c'était évidemment au Rwanda en 1994 et en Yougoslavie aussi en 1997. Et donc, à partir de là, la communauté internationale va se dire qu'il faut donc qu'on ramène un mécanisme qui soit similaire au tribunal de Nuremberg pour justement juger des crimes d'une telle atrocité. Mais pour cela, il fallait deux raisons préalables. La première raison, c'est qu'il fallait que soit le pays dans lequel les crimes ont été commis était soit en incapacité de pouvoir juger ces personnes-là, oui, parce qu'elles étaient peut-être trop puissantes, elles avaient trop d'influence, elles pouvaient faire rebasculer le pays dans l'instabilité, soit même le pays ne voulait pas, soit pour des raisons purement politiques. On a vu par exemple au Chili, le gouvernement traîner des pieds pour essayer de juger le général Pinochet pour des crimes qu'il avait commis durant la période où il était à la tête de l'État. À l'époque, il bénéficiait d'une immunité à vie en tant que sénateur, et donc les autorités chiliennes avaient plus ou moins traîné les pieds pour essayer de le traîner, pour le juger. Bon, bref, il n'avait pas été jugé dans le cadre d'une cour pénale internationale, mais en tout cas, cette question-là, cette situation remettait au goût du jour cette problématique-là. Et donc,
la communauté internationale va donc se dire, bon, il faut donc que l'on remette un mécanisme de justice internationale qui permette de poursuivre des personnes qui sont responsables de crimes particulièrement graves, notamment les crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Et donc ces personnes-là, dont les pays d'origine ne peuvent pas ou ne veulent pas faire le procès, ces personnalités-là doivent être justement conduites vers la justice pour que, évidemment, les victimes des actes qu'ils aient commis puissent trouver justice. Ça devrait aussi permettre de dissuader en quelque sorte les dirigeants du monde pour que, une fois qu'ils accèdent à la fonction de dirigeant, de président, qu'ils n'aient plus la velléité de penser qu'ils ont un droit de vie ou de mort, soit sur leurs concitoyens ou soit sur des personnes vivant dans d'autres pays. Donc, c'était ça le principe de base. Et c'est ainsi que en 1997, il va y avoir la mise en place de ce qu'on appelait le statut de Rome. C'est ce statut de Rome, c'est cet accord international qui va mettre en place la Cour pénale internationale telle qu'elle existe aujourd'hui. Notre pays, par exemple, a ratifié le statut de Rome. Elle a signé en 1998 et elle a ratifié en 2000. Donc, le Gabon fait partie, évidemment, des pays, des États parties qui appliquent les dispositions de la Cour pénale internationale. Et même notre code pénal intègre certaines dispositions générales qui existent dans le statut de Rome. Qui peut saisir la CPI ? Ce sont soit les États parties, ce sont d'abord les États parties qui peuvent saisir la CPI, ou bien le procureur de la Cour pénale internationale, dans le cadre d'une autosaisine, qui peut décider de poursuivre un homme ou une femme qui est suspecté d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Pour Vladimir Poutine, qui a saisi la CPI ? Alors, personne n'a saisi la CPI, c'est le procureur de la CPI, Karim Khan, qui est un juriste britannique qui a remplacé Fatou Bensouda depuis 2 ans, qui a, lui, décidé de poursuivre Vladimir Poutine. Mais ce qui est intéressant avec le mandat d'arrêt qui est délivré contre Vladimir Poutine, c'est d'abord, c'est la position de la Russie par rapport à la Cour pénale internationale. Il faut savoir que depuis la mise en place du statut de Rome, sur les 194 États parties qui font partie du système des Nations Unies, il y a à peu près une trentaine d'États qui n'ont pas signé ou ratifié le statut de Rome. Il y en a qui l'ont signé mais qui ne l'ont pas ratifié. Or, pour qu'il puisse entrer en vigueur, il faut non seulement qu'il soit signé par les représentants de l'État, mais en plus qu'il soit ratifié par le Parlement du même État. Or, pour ce qui concerne la Russie a bel et bien signé le statut de Rome en 1999, mais elle n'a jamais ratifié ce statut-là. Donc, si tu veux, la justice russe ne reconnaît pas les compétences de la CPI. Mais la Russie n'est pas le seul État dans cette position-là. Les États-Unis, l'Inde, le Pakistan, Israël. Et le Burundi, c'est le seul État africain à s'être retiré officiellement de la CPI. Oui, le Burundi, parce que évidemment, c'était une véritable mascarade. Cette Cour pénale internationale, il a fallu attendre sur la plupart des personnalités qui ont été poursuivies depuis sa création en 1997 jusqu'au milieu des années 2010, il n'y avait que des personnalités issues du continent africain. Ça, c'est la première chose. Les seules personnalités issues du continent européen qui ont été poursuivies, c'était les anciens leaders serbes, Slobodan Karadzic et Vlatko Mladic, qui étaient 2 leaders serbes qui ont été accusés d'être les auteurs notamment du massacre de Srebrenica, en Serbie. Et ces leaders-là ont été poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et pour Vladimir Poutine ? Alors, pour Vladimir Poutine, on l'accuse d'être responsable ou d'être politiquement responsable du transfèrement d'enfants qui étaient dans des orphelinats, qui étaient situés dans des zones qui étaient bombardées, notamment dans la zone du Donbass. Et donc, dans ce mandat d'arrêt-là, évidemment, il y a une autre personnalité russe qui est également inculpée, à savoir la commissaire russe aux droits de l'enfant, Maria Lvova-Belova. Il leur est reproché à Vladimir Poutine et à Maria Lvova-Belova d'avoir transféré des centaines d'enfants qui étaient dans des orphelinats ukrainiens, de les avoir déportés contre leur volonté, ça c'est les termes employés par Karim Khan, des zones de guerre donc en Ukraine vers la Russie. Et donc ils estiment que ce déplacement forcé
en la suite avec le risque de voir ces enfants adoptés par les Russes et donc d'en faire des citoyens russes contre leur propre gré et de faire de sorte que par la suite, ils ne puissent plus revenir en Ukraine. Ça, c'est ce que la Cour pénale internationale, en l'occurrence son procureur, reprocherait à Vladimir Poutine et à Maria Lvova-Belova. Mais ce qui est intéressant, c'est justement le fait que l'on qualifie de crime de guerre, le fait d'enlever des enfants d'un lieu de conflit, donc d'être potentiellement victimes des effets collatéraux d'une guerre, d'un bombardement, parce qu'il faut savoir qu'il y a des bombardements, et donc c'est potentiellement les orphelinats pouvaient faire l'effet d'être des victimes collatérales. Et donc ces enfants qui ont été enlevés de cette zone de guerre, donc de cette zone où ils étaient véritablement exposés à ces risques-là, et les emmener dans des zones où, évidemment, ils seront pris en charge, et ils seront protégés, et potentiellement ils seront mis dans des familles qui vont les garder et leur assurer un certain avenir. Pour cela, la Cour pénale internationale délivre un mandat d'arrêt international et décrète que c'est un crime de guerre. Alors qu'il ne faut pas l'oublier, l'année dernière, notamment en avril, après le retrait des troupes russes de la ville ukrainienne qu'on appelle Boutcha, les Occidentaux ont affirmé que des crimes de guerre et même des crimes de guerre avaient été commis par les Russes dans cette région, dans cette ville-là. Et même Volodymyr Zelensky était allé plus loin en disant même que les Russes avaient commis un génocide. Or, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu d'abord d'enquête indépendante de la part des crimes qui ont été commis à Boutcha. Quand je dis enquête indépendante, c'est-à-dire une enquête soit à la fois où il y a des représentants russes et des représentants ukrainiens, soit des enquêteurs qui ne soient ni russes, ni ukrainiens, ni américains, ou issus d'aucun pays qui aurait un intérêt dans cette affaire. Or, pour le moment, les enquêtes ont été faites uniquement soit par des Français, soit par des Anglais, soit par des Américains, soit par des Ukrainiens. Et donc, certaines associations même internationales comme Human Rights Watch, il ne faut pas oublier que la représentante de Human Rights Watch en Ukraine avait même démissionné parce qu'elle avait dit que des crimes de guerre avaient été commis dans les deux sens, c'est-à-dire aussi bien par des Ukrainiens que par des Russes. Et donc, elle avait dû, par la suite, un peu se rétracter en demandant des excuses aux Ukrainiens pour le fait qu'elle les ait accusés, mais elle n'avait pas renié ce qu'elle avait dit. Et donc, sous la pression des Occidentaux, elle avait même dû démissionner. Donc, si tu vois, malgré cela, malgré ces éléments-là pour lesquels les Occidentaux ont toujours dit qu'il y a eu des crimes de guerre avérés selon eux, eh ben, un mandat d'arrêt international n'a toujours pas été délivré contre Vladimir Poutine. Donc, c'est quand même assez étrange que pour des cas selon les Occidentaux, qui sont avérés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Boutcha, on n'a pas délivré de mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine, mais c'est plutôt pour le fait qu'on ait déporté des enfants d'une zone de guerre vers une zone pacifique. Mais il parle de déportation illégale. Mais est-ce qu'une déportation illégale constitue en soi un crime de guerre? C'est ça la question. Les crimes moi je parle de la gravité de l'acte. Est-ce que enlever des enfants d'une zone de guerre pour les emmener dans une zone pacifiée est plus grave que des hommes et des femmes qu'on ait tués dans une ville, en l'occurrence Boutcha, qui a été, selon les Occidentaux, assassinés purement et simplement par les Russes, parce que ce sont des Ukrainiens. Est-ce que tu vois? Oui. Donc, comment comprendre que pour ces crimes-là, un mandat d'arrêt international n'ait pas été délivré contre Vladimir Poutine, mais plutôt pour des faits de déportation d'enfants, des enfants qui étaient dans des orphelinats pour la plupart, ou d'autres qui n'avaient plus de contact avec leurs parents. Le fait que ces enfants-là aient été enlevés de cette zone-là, de ces villes qui étaient bombardées, qui étaient des zones de guerre, et qu'ils soient transférés vers des villes qui sont pacifiées, sécurisées, et remis entre les mains d'hommes et de femmes qui ne leur veulent aucun mal, puisque c'est l'État russe même qui les prend en charge. Pour cela, on délivre un mandat. Peut-être que ça ne donnait pas le droit à l'État russe de prendre ses enfants. Mais l'État russe a pris ses responsabilités. Est-ce que, au nom du droit, vous avez laissé des gens mourir? C'est ça la question aussi fondamentale. Est-ce qu'au nom du droit international, vous allez laisser des enfants parce que le problème, c'est que si on laisse ces enfants dans ces orphelinats et que par mégarde, ils soient les victimes collatérales accidentelles d'un bombardement, les Ukrainiens et les Occidentaux vont s'en saisir pour dire que voilà, on a massacré des enfants. Et dans quelles conditions le président russe pourrait-il être arrêté et jugé? Il pourrait être arrêté dans deux cas. Le premier cas qui est totalement improbable, c'est qu'on aille le chercher en Russie. C'est impossible.
D'accord? Parce que la Russie, c'est une puissance nucléaire. La Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité avec un droit de veto. Donc, ce n'est pas possible. Ce que la Cour pénale internationale demande, elle demande aux États parties qui sont signataires et qui ont ratifié le mandat d'arrêt international de procéder à l'arrestation de Vladimir Poutine sur celui-ci se rend sur leur territoire. Pourquoi elle demande aux États de le faire? Parce que la CPI n'a pas sa propre police. Elle n'a pas sa police, elle n'a donc pas les moyens elle-même de mettre en œuvre ce mandat d'arrêt international-là. Et donc, pour cela, elle s'appuie sur les polices, les gendarmeries, sur les forces de sécurité des États parties, des États qui sont signataires du statut de Rome, pour mettre en application les mandats d'arrêt internationaux qu'elle émet. C'est ça le principe. Or, en l'occurrence, quel est l'État qui pourrait aussi se risquer à à décider d'appliquer un mandat d'arrêt international contre le pays qui est le plus gros détenteur d'armes stratégiques au monde, parce qu'il faut savoir que les Russes sont plus de têtes nucléaires que les Américains. Ils en sont à peu près 6500. Les Américains en sont à peu près à 5900. Donc, qui va prendre cette responsabilité? Bien entendu, on a certains États comme la Pologne qui sont toujours vent debout contre tout ce qui concerne la Russie. La plupart des États baltes disent si Vladimir Poutine vient là-bas, eh ben, ils appliqueront. Donc, il n'y a que cette possibilité-là que les pays membres de la CPI puissent agir. À part ça, il n'y a pas une autre possibilité. Ben non, il n'y a pas de possibilité. Et donc, la probabilité déjà pour que Vladimir Poutine aille en Pologne ou dans des États baltes ou dans des États qui ont véritablement un contentieux avec la Russie est très faible. L'autre probabilité que Vladimir Poutine puisse être arrêté, par exemple par l'Afrique du Sud, par le Brésil, par l'Arabie Saoudite, avec lesquels elle a des alliances, ou la Chine, c'est totalement ridicule. L'Afrique du Sud, c'est, je pense, le BRICS. Oui, dans le cadre des BRICS, il y aura un sommet des BRICS cette année. Et donc, déjà, les Occidentaux essaient de mettre la pression sur l'Afrique du Sud pour que, étant organisateur de la prochaine rencontre des BRICS, si Vladimir Poutine se rend là-bas, eh ben, qu'elle puisse appliquer ce mandat d'arrêt international, ce que je ne crois pas, parce qu'il faut regarder l'histoire. Il ne faut pas l'oublier que le général Omar el-Béchir, à l'époque, lorsqu'il était président du Soudan, qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour des crimes commis dans le Darfour, n'avait jamais été arrêté par un État parti. On se rappelle même d'un sommet de l'OUA qui avait eu lieu en Afrique du Sud, pour lequel les Occidentaux avaient donc demandé, notamment le procureur de l'époque, avait demandé à la justice sud-africaine de mettre en application ce mandat d'arrêt international. Ce que les Sud-Africains avaient fait, c'était rapidement raccompagner Omar el-Béchir dans son avion, et son avion était reparti à Khartoum. Donc, on n'a jamais appliqué ce mandat d'arrêt international sur un chef d'État en exercice, d'accord? Parce que les États respectent le principe de l'immunité qui est aussi accordé au président de la République. Donc, ce qui fait que, en l'occurrence pour Vladimir Poutine, les probabilités que ce mandat d'arrêt puisse être exercé sont quasiment nulles. Mais ça, le procureur le sait. Mais l'objectif pour la Cour pénale internationale, c'est d'accentuer encore un coup de pression, notamment politique, sur Vladimir Poutine, pour essayer de nuire un peu plus à son image de dirigeant, si tu veux, criminel, hein, en voulant en faire un paria sur la scène internationale. Même là aussi, malheureusement, ça a du mal à passer. S'il est considéré comme un paria par les Occidentaux, le reste du continent, vous prenez l'Asie, vous prenez le continent africain, eux, au contraire, continuent de considérer Vladimir Poutine comme un interlocuteur totalement respectable. D'accord. Et certains pays même, notamment la Chine, renforcent même leurs relations diplomatiques, économiques et financières avec la Russie de Vladimir Poutine. Donc, il faut voir ce mandat d'arrêt international non pas comme une volonté de vouloir arrêter Vladimir Poutine, hein, et le traduire devant un tribunal, parce qu'on le sait, ce n'est pas possible. S'il y avait cette volonté-là, je pense que ce serait un précédent, ça créerait un précédent très dangereux, parce que aussi, il faudrait que l'on puisse appliquer cette disposition contre des responsables américains. C'est un autre sujet. Mais bien sûr, parce que, évidemment, pour les crimes commis en Irak et en Afghanistan, George W. Bush devrait être traduit devant un tribunal pénal international. Pour les crimes commis par Barack Obama, David Cameron ou même Nicolas Sarkozy en Libye, ces derniers devraient aussi être traduits devant un tribunal international. Donc, c'est pour cela que ça montre, une fois de plus, combien de fois
et même cette Cour internationale est totalement biaisée et totalement orientée dans ses positions et dans ses décisions. Et ça, c'est un très mauvais signal que la CPI vient d'envoyer au nom de la justice internationale à l'ensemble des pays du monde entier. Merci Jean-Paul, grâce à toi on en sait un peu plus sur le mandat d'arrêt émis par la CPI vis-à-vis de Vladimir Poutine. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes d'Urban FM. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.